Je me suis réveillée au bip strident d'un moniteur cardiaque et à l'odeur piquante de l'antiseptique qui agressait l'air. Mon bras était enveloppé de bandages blancs. Ma gorge était irritée par des tubes dont je n'avais aucun souvenir. L'infirmière a dit que j'avais été inconsciente pendant 2 jours. Mais ce qu'elle a dit ensuite m'a fait plus mal que les blessures. Ton père a signé les papiers et est parti. Parti comme si je n'étais rien. La seule famille que j'ai jamais connue m'avait abandonnée avant même que j'ouvre les yeux. Pendant des heures, j'ai fixé le plafond, essayant de croire qu'il y avait une raison. Peut-être la peur, peut-être le choc. Mais au fond de moi, je connaissais la vérité, j'avais été indésirable toute ma vie. Puis, juste au moment où je pensais être complètement seule, 2 policiers sont entrés dans ma chambre avec un dossier et une photo jaunie d'un enfant disparu. Et c'est à ce moment-là que mon monde entier a commencé à s'effondrer. C'est arrivé un jeudi soir, le genre de nuit où le ciel semble assez lourd pour vous écraser. Je rentrais chez moi après mon 2e service au bistrot, à moitié endormi, les essuie-glaces luttant contre la pluie verglaçante. La radio crépitait de statique juste avant que mes pneus ne heurtent une plaque de verglas. En un souffle, j'allais bien. Dans le cri suivant, le volant a tourné, les phares ont clignoté, puis le métal a hurlé contre le métal. Quand j'ai repris connaissance, le monde était incliné. Mon pare-brise était brisé, mes mains tremblaient sur l'airbag, le sang coulait le long de mon bras. Quelqu'un a crié au loin, « Madame, ne bougez pas. L'ambulance arrive. » La chose suivante dont je me souviens, c'est la lumière aveuglante de l'unité de soins intensifs et l'écho de mes propres battements de cœur dans les moniteurs. Un médecin s'est penché sur moi, la voix calme mais grave, « Mademoiselle Fournier, votre bras est fracturé à plusieurs endroits. Nous aurons besoin d'une intervention chirurgicale pour le sauver. » Chirurgie. Argent. Les mots se sont à peine enregistrés, mais je savais ce qu'ils signifiaient, des factures que je ne pouvais pas payer, des dettes auxquelles je ne pouvais pas survivre. Pourtant, il n'y avait qu'une seule personne que je pouvais appeler, mon père. J'ai tendu la main vers mon téléphone avec des doigts tremblants, la perfusion tirant sur ma peau. Il a sonné 1 fois, 2 fois. Puis il a répondu. « Papa », ai-je chuchoté, la gorge sèche. « C'est moi. J'ai eu un accident. Je suis aux soins intensifs. » Ils ont dit. « Mon bras. » Silence. « Papa ?» Puis, froid et sec, sa voix a coupé la statique. « Nous ne pouvons rien faire pour toi. » Clic, la ligne s'est coupée. J'ai fixé l'écran sombre, mon pouls battant plus fort que les machines. L'infirmière à proximité m'a regardé avec une pitié silencieuse, mais je me suis détournée. Il m'avait encore abandonnée. J'ai appuyé mon front contre l'oreiller, essayant de ne pas pleurer. Quelque part entre la morphine et les larmes, une pensée s'est frayé un chemin dans ma poitrine, peut-être que c'était ma faute. Peut-être que je ne valais vraiment pas la peine qu'on revienne pour moi. Dehors, le tonnerre grondait sur le toit de l'hôpital. À l'intérieur, je me suis fait une promesse que je ne pouvais pas encore comprendre, si jamais je sortais de cette pièce, je découvrirais pourquoi mon propre père pouvait me regarder et ne rien ressentir du tout. La première nuit après l'opération fut interminable. Des machines bourdonnaient à côté de moi, suivant le rythme de mes battements de cœur, tandis que la pluie dehors tapait une berceuse cruelle contre la fenêtre. J'ai fixé le plafond, attendant le bruit de pas que je savais ne jamais venir. Le matin est arrivé, pâle et impitoyable. J'ai essayé de rappeler papa, directement sur la messagerie vocale. L'écran a clignoté, appel échoué. Comme si même le téléphone savait qu'il valait mieux ne pas essayer. À midi, 2 infirmières chuchotaient devant ma porte. J'ai attrapé des fragments, pas de contact d'urgence. Libération signée. Injoignable. Injoignable. Ce mot s'accrochait à moi comme l'odeur de l'antiseptique. Un policier est passé cet après-midi-là, une routine. Il a dit, « Nous avons besoin d'une déclaration concernant l'accident, Mademoiselle Fournier. » Une famille qui pourrait aider avec l'assurance ou le consentement médical ? Juste mon père, ai-je répondu automatiquement. Il a fait une pause, son stylo en suspens, il a été en contact ? Ma voix s'est brisée, pas depuis le jour où je me suis réveillée. L'expression de l'officier s'est adoucie, mais il n'a pas insisté.
Il a juste hoché la tête, marmonné quelque chose à propos de la paperasse, et m'a laissé avec le silence que j'avais déjà appris à craindre. Cette nuit-là, la soupe de la cafétéria de l'hôpital a refroidi intacte sur mon plateau. L'infirmière, une femme gentille nommée Élise, s'est assise au pied de mon lit pendant qu'elle changeait ma perfusion. « Personne ne vient vous voir ?» a-t-elle demandé doucement. « Non », ai-je dit. « Juste moi. » Ses yeux se sont attardés sur moi, pitié mes curiosités. « Parfois, les gens gardent des secrets », a-t-elle murmuré, même de leurs propres enfants. J'ai voulu lui demander ce qu'elle voulait dire, mais ma gorge s'est nouée. J'ai tourné mon visage vers la fenêtre maculée de pluie à la place. Le lendemain matin, le monde semblait plus lourd, comme si les murs de l'hôpital avaient épaissi pendant la nuit. J'étais à moitié endormie lorsque la porte s'est rouverte. Seulement cette fois, ce n'était pas une infirmière. 2 hommes en costume sombre se tenaient là, leur badge étincelant sur leur manteau. « Mademoiselle Claire Fournier ?» a demandé le plus âgé. « Oui », ai-je dit avec prudence, serrant la mince couverture autour de moi. Il a échangé un regard rapide avec son partenaire avant de s'approcher. « Nous sommes du commissariat de Lyon. Il y a quelque chose d'inhabituel dans vos dossiers. » J'ai froncé les sourcils. « Qu'est-ce que vous voulez dire ?» Il a posé un dossier scellé sur mes genoux. « Votre hôpital a effectué une vérification ADN via le système national. Les résultats ont soulevé quelques questions. » Je l'ai regardé, confuse et à moitié engourdie. « Des questions sur quoi ?» Il a hésité, baissant la voix. « Sur qui vous êtes vraiment ?» Le détective plus âgé, dont le badge indiquait Moreau, a sorti un dossier en papier craft et l'a posé délicatement sur mes genoux, comme si son poids pouvait m'écraser. À l'intérieur se trouvait une photographie fanée, une petite fille blonde aux boucles en bataille et à un sourire de travers. Elle a été enlevée de chez elle à Aix-en-Provence, il y a 27 ans, a dit monsieur Moreau tranquillement. Son nom était Émilie Dubois. J'ai cligné des yeux, confuse. « Pourquoi me dites-vous cela ?» Son partenaire, un homme plus jeune aux yeux fatigués, s'est déplacé maladroitement, parce que votre test sanguin hospitalier correspondait parfaitement au dossier ADN de la famille Dubois. La pièce a un peu tourné. Les machines à côté de moi ont bipé plus vite comme si mon cœur protestait. Ça n'a pas de sens, ai-je dit. C'est impossible. Je suis né ici à Lyon. Mon père. Monsieur Moreau m'a coupé gentiment, votre certificat de naissance semble être falsifié. L'enregistrement de sécurité sociale lié à votre nom a été déposé 2 ans après votre prétendue date de naissance. Il n'y a aucun dossier hospitalier de votre accouchement nulle part dans cette région. J'ai ri, mais c'est sorti brisé, vous dites que mon père m'a kidnappé. Aucun d'eux n'a parlé. Ce silence était plus fort que n'importe quelle confirmation. J'ai secoué la tête, serrant les draps, vous vous trompez. Ma mère est morte quand j'avais 12 ans. Elle m'aimait. Elle n'aurait pas pu savoir. Le jeune détective a hésité, nous pensons qu'elle a d'abord été impliquée, peut-être effrayée plus tard, mais nous ne pensons pas que ce soit elle qui l'ait planifié. Monsieur Moreau a déplié un autre document, une lettre de rançon. L'encre avait vieilli jusqu'à un brin rouille. Vos parents biologiques, monsieur et madame Dubois, ont reçu 3 demandes de rançon après votre disparition. Ils ont tout été payés, mais vous n'avez jamais été rendu. Il m'a regardé attentivement, jusqu'à maintenant. Je ne pouvais plus respirer. Le monde s'est réduit à un flou de sons, le bip des machines, le goutte-à-goutte de la perfusion, la pluie dehors. La voix de mon père a résonné dans ma tête, nous ne pouvons rien faire pour toi. J'avais pensé que c'était de la cruauté. Maintenant, ça sonnait comme de la culpabilité. Je veux des preuves, ai-je chuchoté. Je veux un autre test. Monsieur Moreau a hoché la tête, nous l'avons déjà commandé. Vous aurez les résultats dans les 24 heures. Il a glissé une carte sur le plateau à côté de moi, un représentant de la famille Dubois arrivera demain. Ils attendent cet appel depuis près de 3 décennies. J'ai regardé la photo de nouveau, la petite fille avec mes yeux, mon menton, ma tache de naissance juste en dessous de l'œil droit. J'ai touché le même endroit sur mon propre visage, me sentant étourdie. Après leur départ, je me suis assise seule, le dossier ouvert devant moi, chaque page murmurant une vérité que je n'étais pas prête à affronter.
S'ils avaient raison, toute ma vie avait été un mensonge. J'ai baissé les yeux sur mon bras plâtré, la blessure qui m'avait amené ici. Peut-être que ce n'était pas un accident qui avait brisé mon monde. Peut-être que c'était le destin. Enfin, les murs d'un mensonge qui m'avait piégé pendant 27 ans s'étaient ouverts. J'ai à peine dormi cette nuit-là. Chaque fois que je fermais les yeux, je voyais le visage de cette petite fille, mon visage me regardant depuis la photographie. Au matin, j'étais toujours éveillée lorsque l'infirmière a apporté le petit déjeuner. « Quelqu'un est là pour vous voir », a-t-elle dit doucement, les yeux écarquillés, comme si elle venait de voir un fantôme. J'ai froncé les sourcils. « Qui ?» Avant qu'elle ne puisse répondre, la porte s'est ouverte. Un grand homme en costume anthracite est entré. Ses cheveux étaient argentés aux tempes, son expression un mélange d'épuisement et d'espoir qui ne semblait pas appartenir à un étranger. Il a hésité, une main agrippant la poignée de porte comme s'il craignait que je disparaisse s'il clignait des yeux. « Mademoiselle Fournier. » Sa voix a légèrement tremblé. « Oui, » ai-je dit, sur mes gardes. Il a fait un pas prudent en avant. « Je suis Monsieur Dubois. » Le nom m'a frappé comme un coup de tonnerre. Je l'avais entendu murmurer aux informations une fois. Un industriel milliardaire, fondateur des technologies Dubois, le genre d'homme qui vivait à la une des journaux, pas dans les hôpitaux. J'ai figé. Vous êtes l'homme que les détectives ont mentionné. Il a hoché la tête lentement. Mais je ne suis pas venu ici en tant que PDG. Sa gorge s'est serrée. Je suis venu ici en tant que votre père. Je l'ai regardé, attendant le dénouement qui n'est jamais venu. Mon père ? Il a souri faiblement, des larmes brillant dans ses yeux. Émilie, ma petite fille. Le nom sonnait étranger et familier à la fois. Ma poitrine s'est serrée. Ne m'appelez pas comme ça, ai-je chuchoté. S'il vous plaît, a-t-il dit doucement, s'approchant. Je sais que c'est impossible à accepter, mais j'ai attendu 27 ans pour prononcer votre nom à nouveau. Mes mains tremblaient sous la couverture. Si ce que vous dites est vrai, alors où étiez-vous toute ma vie ? Il a expiré, la voix brisée, cherchant. Chaque jour, chaque année. Votre mère et moi, nous n'avons jamais arrêté. Nous avons engagé des enquêteurs, suivi des pistes, épuisé tout ce que nous avions, mais vous étiez parti. J'ai détourné le regard, retenant mes larmes. Parti. J'étais juste ici. Je grandissais en pensant que je n'étais pas assez pour qui que ce soit. Que mon père me détestait. Il a avalé difficilement. Parce qu'il n'était pas votre père, Émilie. C'était votre ravisseur. La pièce est tombée silencieuse. J'ai senti l'air s'épaissir, lourd et froid. Il a fouillé dans la poche de son manteau et a posé quelque chose sur la table de chevet, un minuscule médaillon en argent. C'était le vôtre, a-t-il dit doucement. Il contient votre photo de bébé. Vous le portiez le jour où vous avez été enlevé. Mes doigts tremblaient en l'ouvrant. À l'intérieur se trouvait une photo, la même petite fille aux boucles en bataille et à un sourire timide. Ma gorge s'est nouée. Je ne me souviens pas, ai-je chuchoté. Ce n'est pas grave, a-t-il dit doucement. Ce qui compte, c'est que vous soyez là maintenant. Il a hésité, puis a ajouté, votre mère attend. Elle n'a pas arrêté de mettre une place pour vous à table pendant 27 ans. Les larmes ont brouillé ma vision. Je voulais le croire. Croire que je n'étais pas juste une erreur qu'on avait laissée derrière, mais la pensée que toute ma vie avait été un mensonge me donnait la nausée. Monsieur Dubois a tendu la main, sa main planant à quelques centimètres de la mienne. Je sais que c'est trop, a-t-il dit doucement. Mais vous n'êtes plus seul. Pour la première fois, je ne me suis pas retirée. J'ai laissé sa main se poser sur la mienne. Et pour la première fois de ma vie, le contact de quelqu'un n'a pas ressemblé à une obligation. Cela ressemblait à un foyer essayant de se souvenir de moi. Le détective Moreau est revenu cet après-midi-là, un mince dossier sous le bras. Son expression m'a dit qu'il n'était pas là pour me réconforter. Monsieur Dubois se tenait à côté de mon lit, toujours en costume, mais ayant l'air d'avoir 10 ans de plus depuis ce matin. Monsieur Moreau s'est raclé la gorge. Mademoiselle Fournier, ou plutôt, Mademoiselle Dubois, nous avons confirmé les résultats.
L'ADN est une correspondance de 99,99%. Vous êtes la fille biologique de Monsieur et Madame Dubois. Monsieur Dubois a retenu son souffle. Il m'a regardé comme s'il voulait mémoriser les mots pour toujours, mais je ne pouvais pas célébrer. Mon pouls battait alors que je posais la question qui me brûlait depuis l'aube. Et Monsieur Fournier? L'homme qui m'a élevé. Monsieur Moreau a ouvert le dossier. Son vrai nom est Marc Dubois. Il y a 27 ans, il était agent de sécurité contractuel au domaine Dubois à Aix-en-Provence. Il avait accès à votre maison, à votre emploi du temps, à tout. Lui et sa petite amie, une femme nommée Laura, vous ont enlevé une nuit alors que la nounou préparait votre biberon. Monsieur Dubois a fermé les yeux, la douleur traversant son visage. Ils ont envoyé 3 demandes de rançon, a poursuivi Monsieur Moreau. Vos parents ont payé chacune, près de 2 millions d'euros au total, mais les ravisseurs ont disparu. Pendant des années, la piste est restée froide. Dubois et Laura ont changé d'identité, se sont installés dans le centre de la France, et ont falsifié vos actes de naissance sous le nom de Claire Fournier. Mon cœur s'est serré. Donc, tout ce que j'ai toujours connu était faux. Monsieur Moreau a hoché la tête lentement. Oui. Chaque document, chaque pièce d'identité, chaque histoire qu'ils vous ont racontée. J'ai regardé le bord de ma couverture, mes doigts tordant le tissu. Il disait que maman est morte d'une pneumonie quand j'avais 12 ans. C'était vrai? Oui, a dit Monsieur Moreau avec prudence. Mais ce n'était pas votre mère. Selon nos recherches, Laura est décédée d'une infection pulmonaire en Bourgogne. Elle a gardé son secret jusqu'à la fin. J'ai essayé de respirer, mais l'air semblait trop lourd. Ma poitrine brûlait. Il me traitait comme un fardeau, ai-je chuchoté, comme si je lui devais d'exister. Monsieur Dubois a fait un pas en avant, la voix tremblante. Parce qu'il savait, Émilie. Il voyait votre visage tous les jours, un rappel de ce qu'il a volé. La culpabilité ne rend pas toujours les gens gentils. Parfois, elle les rend cruels. Je me suis tournée vers lui, les larmes me piquant les yeux. Alors pourquoi m'a-t-il abandonné? S'il avait si peur d'être pris, pourquoi ne pas fuir? Monsieur Moreau a échangé un regard avec son partenaire. Peut-être a-t-il réalisé que c'était fini. La vérification ADN de l'hôpital l'aurait exposé. Vous laissez là était sa façon de disparaître avant que la vérité ne le rattrape. Cela m'a frappé comme un coup de poing. Il n'était pas parti parce qu'il était dégoûté ou dépassé. Il était parti parce qu'il était coupable. J'ai pressé ma main contre ma poitrine. Mon cœur battait la chamade. Il est parti pour se sauver lui-même, pas moi. La voix de Monsieur Dubois s'est adoucie. Et c'est pourquoi nous sommes ici maintenant, pour nous assurer qu'il ne fera plus jamais de mal à personne. Je l'ai regardé, l'homme qui prétendait être mon vrai père. Et pour la première fois, j'ai vu un reflet de moi-même dans les yeux de quelqu'un. Pourtant, la colère bouillonnait sous le choc. L'homme qui m'avait élevée m'avait aussi détruite. Je veux le voir, ai-je dit, ma voix maintenant ferme. Je veux le regarder dans les yeux et entendre la vérité de sa propre bouche. Monsieur Dubois a hésité, puis a hoché la tête. D'accord, mais vous ne serez pas seul cette fois. Et alors que le soleil plongeait sous l'horizon, à l'extérieur de la fenêtre de ma chambre d'hôpital, je l'ai ressenti, la première étincelle de quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années. Non pas la peur, non pas le désespoir, mais la résolution. Le trajet jusqu'à Strasbourg a semblé interminable. Monsieur Dubois s'est assis à côté de moi sur la banquette arrière de la voiture de police banalisée. Silencieux, à l'exception du léger murmure de sa respiration. Je pouvais voir le reflet des lumières rouges et bleues clignotant sur la vitre striée de pluie. Plus nous nous approchions, plus les souvenirs me rongeaient. Les cris, les dîners froids, les portes qui claquaient. Le détective Moreau s'est tourné vers moi. Vous n'êtes pas obligée de faire ça, mademoiselle Dubois. Nous pouvons nous charger de l'interrogatoire. Mais j'ai secoué la tête. Non. Il m'a volé 27 ans. Je vais l'entendre le dire. Quand nous nous sommes garés dans l'allée fissurée, la maison ressemblait exactement à ce dont je me souvenais, peinture écaillée, jardin non entretenu, store tiré. Ce n'était pas une maison. C'était une cage déguisée en une.
Les officiers sont entrés en premier. Quelques instants plus tard, Monsieur Moreau m'a fait signe d'avancer. Monsieur Dubois a suivi un pas derrière. Marc Fournier, ou Marc Dubois, était assis à la table de la cuisine, menotté, les épaules affaissées. Il semblait plus petit que dans mes souvenirs, comme si les années avaient déjà commencé à le défaire. Ses yeux se sont levés quand je suis entré. Pendant une seconde, il a presque souri. Claire, a-t-il rauque. J'ai figé. Ce nom, le mensonge qu'il m'avait donné, m'a égratigné la poitrine. Ne m'appelez pas comme ça. Il a froncé les sourcils, confus. Qu'est-ce qui ne va pas avec vous? Qu'est-ce qui se passe? J'ai fait un pas de plus, ma voix nette. Qu'est-ce qui ne va pas? Vous m'avez kidnappé. Il a cligné des yeux, la couleur s'est drainée de son visage. Ils vous ont dit ça, n'est-ce pas? Les flics? Ce riche homme? Cet homme riche, les yeux coupés, est mon père. Mon vrai. La mâchoire de Marc s'est serrée. Tu ne te souviens pas comment c'était à l'époque. Je t'ai sauvé. Tu pleurais, tu criais. Il ne se souciait pas de toi. Arrête de mentir, ai-je crié, claquant ma paume sur la table si fort que les menottes métalliques ont tinté. Tu ne m'as pas sauvé. Tu m'as volé. Tu as transformé ma vie en cauchemar. Tu m'as fait croire que je ne méritais pas d'être aimé. Monsieur Dubois s'est avancé, sa voix ferme, mais pleine de feu. Vous avez pris ma fille pour de l'argent. Et quand l'argent a manqué, vous avez brisé son esprit pour la faire taire. Marc a ri amèrement. Vous pensez que l'argent fait de vous un père? Vous aviez tout et je n'avais rien. Je lui ai donné à manger, un toit, des vêtements. Vous m'avez donné la peur, ai-je crié. Chaque jour, je me réveillais en me demandant ce que j'avais fait de mal. Chaque fois que vous me regardiez, je le voyais. La haine, le dégoût, la honte que vous ne pouviez pas cacher. Il m'a regardé, sa bouche tremblante. Tu étais un rappel, a-t-il dit tranquillement, de ce que j'avais fait. Je pensais que si je te gardais près de moi, je pourrais arranger les choses. Mais chaque jour où je te regardais, ça empirait. Je ne pouvais plus le supporter. La voix de Monsieur Dubois a retenti, calme et froide. Et alors vous l'avez laissé à l'hôpital pour mourir. Les mains de Marc se sont serrées en poing. Je ne pouvais plus le faire. J'ai pensé qu'elle serait peut-être plus en sécurité sans moi. J'ai fait un autre pas en avant, les larmes me brûlant les yeux. Plus en sécurité? Vous m'avez abandonné parce que vous aviez peur d'être pris. Vous n'êtes pas parti pour me protéger. Vous êtes parti pour vous protéger. Pendant un instant, personne n'a parlé. L'horloge au mur a coché, régulièrement et cruellement. Les yeux de Marc ont vacillé entre moi et Monsieur Dubois. Ses épaules se sont affaissées. Je suis désolé, a-t-il chuchoté. Mais les mots semblaient vides, trop tard, trop légers pour ce qu'il avait fait. Monsieur Moreau a hoché la tête à l'officier à côté de lui. Marc Dubois, vous êtes en état d'arrestation pour enlèvement, extorsion et fraude. Vous avez le droit de garder le silence. Le clic métallique des menottes a résonné dans la pièce alors qu'il le tirait sur ses pieds. Marc s'est tourné vers moi une dernière fois. Je t'ai aimé à ma manière, a-t-il dit doucement. J'ai rencontré son regard. Ferme maintenant. Alors j'espère qu'un jour vous comprendrez à quoi ressemble le véritable amour. Il n'a pas répondu. La porte s'est refermée derrière lui avec un bruit sourd qui sonnait comme le passé se verrouillant enfin. Monsieur Dubois a posé une main tremblante sur mon épaule. C'est fini, Émilie. Mais ce n'était pas fini. Pas encore. Parce que la vérité n'effaçait pas les années que j'avais perdues. Elle ne ramenait pas les anniversaires ni les berceuses ni la chaleur que je n'avais jamais connue. Alors que la voiture s'éloignait de cette maison, j'ai regardé par la fenêtre une dernière fois. Les lumières des voitures de police ont disparu au loin, englouties par la pluie. Je n'étais plus Claire Fournier. Je n'étais plus la fille non désirée abandonnée. J'étais Émilie Dubois. Et pour la première fois, j'ai senti le poids de mon nom. L'histoire a fait les gros titres dès le lendemain matin. Héritière enlevée retrouvée après 27 ans. Mon nom, les deux,
a défilé sur les écrans de télévision, dans les journaux et sur les téléphones. Tout le monde voulait savoir qui j'étais vraiment. Mais je ne le savais même pas moi-même. Le procès a commencé quelques semaines plus tard. Les tribunaux, les caméras, les journalistes, tout cela ressemblait à une tempête. J'étais piégée à l'intérieur. J'étais assise derrière le mur de verre de la section des victimes, regardant l'homme qui m'avait élevé traîner les pieds, vêtu d'une combinaison orange. Ses cheveux étaient plus gris, ses épaules courbées. Il ne ressemblait pas à un monstre. Il avait juste l'air petit. La voix du procureur a résonné dans la salle d'audience. Marc Dubois a enlevé Émilie Dubois en 1998, a extorqué des millions à ses parents et a construit toute une vie sur des mensonges. Marc ne m'a jamais regardé. Ni pendant le témoignage. Ni pendant la sentence. Il a regardé droit devant lui. Vide. Lorsque le verdict a été prononcé, emprisonnement à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle, je n'ai ressenti ni triomphe, ni satisfaction, juste le silence. Ensuite, les journalistes ont afflué alors que je quittais le palais de justice. Mademoiselle Dubois, lui pardonnez-vous ? Retournerez-vous à l'entreprise de votre père ? Vous souvenez-vous de quelque chose de la nuit où vous avez été enlevé ? Je n'ai rien dit. Monsieur Dubois m'a protégé avec son bras, me guidant à travers le chaos vers la voiture qui attendait. Une fois à l'intérieur, le bruit s'est estompé, et pendant un long moment, aucun de nous n'a parlé. Puis doucement, il a dit, « Votre mère vous attend ». Le vol pour Aix-en-Provence a été silencieux. J'ai regardé par la fenêtre, observant les nuages s'étendre sans fin sous nous, me demandant si le ciel avait le même aspect la nuit où j'avais disparu. Quand nous sommes arrivés au domaine du bois, l'air sentait la pluie et le pin. Le manoir se dressait derrière de hautes grilles de fer, le même endroit d'où j'avais été enlevée toutes ces années auparavant. Ma poitrine s'est serrée alors que la voiture roulait sur la longue allée. La porte d'entrée s'est ouverte avant que je ne puisse l'atteindre. Une femme se tenait là, élégante mais fragile, ses cheveux striés d'argent, ses mains tremblantes. Quand ses yeux ont rencontré les miens, elle a halté, couvrant sa bouche. « Émilie » a-t-elle chuchoté. Mes genoux se sont dérobés. « Maman » elle s'est précipitée en avant, et je suis tombée dans ses bras. L'odeur de lavande et les larmes ont rempli l'air. Elle pleurait, murmurant mon nom encore et encore comme une prière qu'elle avait eu peur de prononcer à voix haute pendant des décennies. Je suis là. J'ai réussi. Ma voix s'est brisée. Je suis à la maison. Les bras de Monsieur Dubois se sont enroulés autour de nous deux, son visage enfoui dans son épaule. Pour la première fois, j'ai compris ce que l'on ressentait en appartenant à quelqu'un. Plus tard dans la soirée, ma mère m'a montré une petite chambre au bout du couloir. Le temps semblait s'être arrêté. Des murs jaunes pastel, un berceau dans le coin, un ours en peluche décoloré toujours sur le lit. Je n'ai pas pu me résoudre à changer quoi que ce soit, a-t-elle dit en larmes. Chaque semaine, je la nettoyais, espérant que tu reviendrais. Je me suis assise sur le lit, traçant mes doigts sur la vieille courte pointe. Pour la première fois en 27 ans, la maison n'avait pas l'air d'être l'histoire de quelqu'un d'autre. Elle ressemblait à la mienne. Les mois qui ont suivi le procès ont semblé irréels, comme vivre dans le souvenir de quelqu'un d'autre. Séances de thérapie, entretiens, événements de fondation, tout avançait plus vite que mon cœur ne pouvait le traiter. Les gens m'appelaient chanceuse, mais ils ne comprenaient pas. On ne peut pas appeler ça de la chance quand toute votre vie commence par un mensonge. Monsieur Dubois m'a offert une place à la Fondation Dubois, une organisation qui aide les familles d'enfants disparus. J'ai dit oui, non pas parce que je voulais me tenir derrière son nom, mais parce que je voulais donner à d'autres enfants perdus la fin que j'avais presque manquée. J'ai déménagé dans un petit appartement près de la ville, loin des caméras et des chuchotements. Ce n'était pas grandiose comme le manoir, mais c'était le mien. Certaines nuits, je m'asseyais près de la fenêtre avec une tasse de thé, regardant les lumières de la ville se fondre en or. C'est là que les souvenirs revenaient. Sa voix, sa colère, son silence. Pendant des années, je les ai laissés me hanter. Mais une nuit, quelque chose a changé. J'ai ouvert mon vieux journal d'hôpital et j'ai écrit « Le pardon ne concerne pas les autres. Il me concerne. Je pardonne pour être libre. » Le lendemain matin,
j'ai visité la prison. Non pas pour tourner la page, non pas pour le voir souffrir, juste pour me prouver que je pouvais. Marc semblait plus vieux, plus mince, plus petit. Il n'a pas parlé quand je suis entrée. J'ai posé une seule photographie sur la table, une photo de moi avec monsieur et madame Dubois souriant dans le jardin. Je voulais que vous voyiez ça, ai-je dit doucement. Parce que je comprends enfin quelque chose. Vous ne m'avez pas détruite. Vous avez juste retardé celle que j'étais censée être. Il a regardé la photo, les yeux humides, mais sans voix. Je me suis levée et je suis partie. Dehors, la lumière du soleil inondait le parking, douce, chaude, presque pardonnante. Plus tard dans la soirée, je suis rentrée chez moi et je me suis tenue sur mon balcon, sentant le vent frais me caresser le visage. Pour la première fois, je ne me sentais pas brisée. Je me sentais légère. J'ai murmuré dans la nuit, « Papa, où que tu sois, tous les deux, je vous pardonne. » Quelque part au fond de moi, un os est enfin dénoué. Parce que le pardon ne signifie pas oublier la douleur. Cela signifie choisir la paix plutôt que le poison. Et alors que la ville scintillait sous moi, j'ai réalisé quelque chose de simple mais de profond. Je n'étais plus la fille abandonnée dans un lit d'unité de soins intensifs. J'étais Émilie Dubois, une survivante, une fille, et enfin moi-même.